plaît. Nous appelons Monsieur Juvin Brunet Alexandre. Viens, mon ami. Nous appelons Maxime Jovovic et Laetitia Barriera. Merci à vous tous. Ah, et nous avons aussi Max Bléas. S'il te plaît. Venez, venez, je vous en prie, ne soyez pas timide. Heureuse de te rencontrer, pour de vrai. Installez-vous, je vous en prie. Donc, comme vous l'avez vu, on a des problèmes de micro. Et il nous manque des assistants haut et tout le tralala, mais je vais le faire tout de suite. Non, je peux pas tout faire en même temps. Je vous sers de l'eau dans un instant. Je vous remercie. Alors, pour cette table ronde, Michel, tu mets du gain à mon binôme, s'il te plaît. Donc, je vais laisser la main à Hervé Gavillet pour l'animation de cette table ronde. Et je vous remercie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous. On n'oublie pas de saluer tous ceux qui nous suivent en streaming, quand le streaming fonctionne. Et puis je vais demander à monsieur Lionel Falsi de prendre un micro. J'espère que celui qui est devant lui, normalement il fonctionne. Ouais, j'ai de l'écho aussi. Trop d'écho, Michel. Voilà, bonjour à... Je pense que ça fonctionne, oui, apparemment. Bon, merci de nous avoir invités à cette table ronde. Je représente 100% Savoie, un mouvement politique pour la reconnaissance du peuple de Savoie. Un mouvement qui existe depuis 2016, qui s'inscrit dans la ligne droite de la Ligue savoisienne, qui en son temps avait eu des réussites notables. Et nous souhaitons que la voix de la Savoie et la voix de la population soient reconnues par notre intermédiaire. Aujourd'hui, nous sommes relativement peu, c'est-à-dire 300 personnes, ce qui est négligeable dans le peuple de Savoie aujourd'hui. Nous avons l'ambition de n'être rien et de devenir tout, c'est-à-dire que nous ayons les moyens de gérer notre quotidien. Vous savez que ce qui est important aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, parce que c'est notre temps, c'est celui qui nous est particulier. Ce temps, il ne doit pas nous être volé. Et devenir maître de notre territoire, c'est pouvoir influencer positivement notre présent et notre avenir. Le débat est vaste, le chantier est important. Nous devons aujourd'hui tous nous mobiliser pour parvenir à ce que la voix de la population de la Savoie soit enfin entendue. Notre mouvement, demain, je le rappelle, organisera la fête de la Savoie à la salle des Ursules et nous espérons rencontrer beaucoup d'entre vous à ce moment. Merci de m'avoir donné la parole. Michel, il faut laisser le micro de Hervé allumé. Michel. J'ai le bouton, voilà, moi j'ai le bouton on-off. Alors, merci Lionel. Je voudrais revenir, vous êtes une association loi de 1901, n'est-ce pas ? Alors, pour précision, nous sommes une association loi de 1901. Nous avons eu le statut de parti politique jusqu'à l'année dernière. Ce statut, nous avons dû l'abandonner parce que nous n'avons pas eu la structure administrative pour le réaliser. Il faut reconnaître qu'il y a une complexification dans le système administratif français qui nous permet peu d'exister. Ce parti a existé, il existe toujours, même s'il n'a plus la reconnaissance. Aujourd'hui, nous pourrions retrouver cette reconnaissance si nous avions suffisamment d'adhérents et de personnes investies. C'est ce que nous espérons prochainement. J'ai cru entendre parler de 1792. J'ai entendu parler de 1792 et de votre volonté de retourner à l'Assemblée de Savoie de cette époque-là. Oui, alors ce n'est pas nouveau, effectivement. La Savoie, elle a un avantage formidable, c'est qu'en 1792, lors de l'invasion par les troupes françaises, invasion d'ailleurs qui n'avait pas été précédée d'une déclaration de guerre.
et qui a fait énormément de morts dans notre pays, même si les chiffres sont très contestés aujourd'hui. En 1792, nous avons été reconnus comme peuple. Ça signifie que nous avons ce droit à disposer de nous-mêmes. Alors ce droit, il a été effectivement reconnu, puisqu'en 1860, on a été amené à voter. Ce plébiscite, tout le monde, personne n'en doutera, il est effectivement faussé. Et puis même s'il était réel, nous pourrions nous dire que ce qu'un vote a créé, un vote peut je peux le modifier. Voilà, donc c'est un intérêt. Donc la Savoie a toutes les entités, toute l'entité d'un peuple existant et d'un pays, pardon, qui doit continuer à exister avec ses particularités. Et cette particularité aussi de se dire que sur un petit territoire, nous sommes en capacité de mieux nous gérer. Très bien. Donc actuellement, oui, vous pouvez applaudir. Donc actuellement, vous continuez à vouloir vous représenter auprès de la France par des élections cantonales ou municipales. Oui, alors comment se passe le combat ? Le combat, il est déjà un combat d'influence, c'est-à-dire que nous contactons régulièrement les élus locaux pour défendre les intérêts de la population savoisienne, avec plus ou moins d'écho d'ailleurs. Il faut savoir que nos élus locaux n'ont pas beaucoup d'intérêt pour nous. Sauf au moment des élections, évidemment. Le but, c'est d'exister à travers les élections, c'est-à-dire de trouver des candidats. Vous savez que le système électoral français est excessivement compliqué, notamment avec le financement, parce qu'on est redevable de l'argent que nous avons nous-mêmes dépensé, c'est-à-dire qu'on met nos propres fonds et après on doit justifier que ce sont vraiment les nôtres. Enfin, c'est assez aberrant. Donc c'est assez difficile de se présenter. Maintenant, le jour où nous serons une force réelle avec suffisamment de gens qui ont adhéré, il sera d'autant plus facile de conquérir des élections et d'exister de nouveau. Donc pour nous, ça passe par la voie électorale. Nous sommes destinés à ceci. C'est le but de ce parti, qui est un parti, je le rappelle, politique, sous l'égide de la loi de 1901. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une contradiction à vouloir utiliser les outils d'un pays colonisateur pour retrouver son indépendance ou sa souveraineté ? Oui, Alors c'est effectivement un argument qu'on entend souvent, que pour notre part, à 100% Savoie, nous ne partageons pas et nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, les peuples sont reconnus parce qu'ils sont majoritaires, c'est un courant d'idées dans une population. On l'a vu, il y a des exemples récents qui montrent qu'effectivement cette reconnaissance, et vous en avez avec le peuple corse qui est passé par la voie électorale pour être reconnu et qui tous les jours avance. La Savoie, elle, n'avance pas depuis 1860. Elle est même en régression, elle est en régression importante. Donc cette voie politique, elle est tout à fait légitime. Nous ne contestons pas les autres voies, elles peuvent exister, nous souhaitons qu'elles réussissent, effectivement, mais nous gardons cette idée que l'idée politique est quelque chose d'important et qu'elle doit exister véritablement. Merci Lionel, merci pour cette franchise, on peut l'applaudir. Vous souhaitez vous arrêter là ? Vous avez abordé un sujet particulier ? Pardon, je suis désolé, mais je n'entends rien. Oui, moi aussi c'est pareil, j'ai de l'écho. C'est assez étonnant, on ne l'avait pas tout à l'heure. Là, oui, Michel, c'est le coupable de la journée, évidemment. C'est lui qui s'est crucifié tout à l'heure. Alors, oui, est-ce qu'il y a un autre sujet que vous souhaitez aborder particulièrement par rapport à votre démarche ? Le sujet que je voudrais aborder, c'est simplement celui de l'immédiateté et de la reconnaissance de la Savoie, parce que la Savoie, elle est en train progressivement de disparaître. Elle disparaît parce que le peuple de Savoie originaire disparaît. Notre seule capacité à exister, c'est pouvoir intégrer d'autres populations. Or, tant que nous n'aurons pas une identité suffisamment forte, que nous ne pourrons pas reconnaître, nous n'intégrerons personne. C'est le problème aujourd'hui de la France qui n'est incapable d'intégrer des individus. Alors nous, peu importe les gens d'où ils viennent, quels qu'ils soient, je dirais que nous sommes nous-mêmes des gens diversifiés,
qui sont venus depuis 1000 ans pour certains, d'autres beaucoup plus récents, et je dirais que ça n'a strictement aucune importance. Donc le peuple de Savoie doit se faire entendre, doit être reconnu. Je pense que même plus près, ça ne fonctionne plus. Michel, oui. Moi-même, j'ai peu de... Voilà. Non. Oui, alors, merci Michel. Alors, à contrario de Dieudonné, nous n'avons pas Jackie en coulisses, mais nous avons Michel en régie. Ah, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Michel, on a changé de micro. Allez. On est passé sur le câble noir. Je récupère celui-ci. Allô. Celui-ci fonctionne. Alors je ne sais pas où j'ai été arrêté sur l'identité et la reconnaissance de ce peuple. Ce peuple, il ne peut exister, et je vais simplifier mon propos, que par l'investissement de chacun. Aujourd'hui, on doit faire boule de neige. C'est-à-dire que les 300 adhérents que nous avons, ils doivent se multiplier par 10, et puis ensuite par 10, etc., pour constituer une majorité. Sans cela, nous sommes en grande difficulté. Nous sommes en difficulté parce que nous ne serons pas reconnus et que nous aurons effectivement des gens qui profiteront du système. La Savoie, ça ne doit pas être l'Eldorado de gens qui viennent s'enrichir sur son dos. On ne peut pas crier « Vive la Savoie » uniquement pour chercher de l'argent. Aujourd'hui, quand même, nous sommes nombreux ici à vivre de manière modeste, sans vendre ce que nous possédons, parce que nous savons que c'est le cœur de la Savoie. Et aujourd'hui, il ne faut pas vendre, mais il faut acheter. Je dirais que la Savoie, elle est patrimoniale. Aujourd'hui, chaque parcelle de terre que vous achetez, vous pouvez la revendiquer savoisienne. L'abandonner, c'est dramatique. Donc c'est abandonner le côté patrimonial qu'a fait la Savoie, c'est abandonner par là même toute puissance politique. Très bien, merci. Merci Lionel. Bravo. Et maintenant, nous donnons la parole au capitaine Alexandre Juvin-Brunet, que je ne présente plus. Bienvenue en Savoie, capitaine. Est-ce que ça marche ? Michel, il en peut plus, Michel. Oui, ça marche. Bon, il faut que je parle fort. Bon, je vais rectifier la fiche. Donc, je suis ex-capitaine de gendarmerie. Bon, on conserve le grade, mais c'est pour la gloriole. Je suis ex-candidat au présidentiel. On conserve le grade, c'est pour la gloriole toujours. Je suis surtout inéligible. Depuis maintenant une année, parce que j'ai eu l'imprudence de financer ma propre campagne avec 1000 €. Quand des PowerPoint à 30 millions d'euros pièce, vendus par McKinsey, servent à financer la campagne de Macron. Si vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? Bref. Je ne suis pas instructeur à Saint-Cyr, je n'ai pas eu cette chance, j'ai simplement été instruit, c'est tout. Parce que ma carrière était brève. Et enfin, fondateur du Comité de salut du peuple et de la foncière, oui, ça c'est exact. Donc le CSP, c'est quoi ? C'est les comités de salut du peuple. Ou devrais-je dire, pour rendre hommage aux personnes ici présentes aujourd'hui, Son Altesse et aussi Monsieur le représentant Tiana, je ne sais pas où il est, Monsieur le représentant Tiana, des peuples. Quand on a monté le CSP en septembre 2021, c'était dans l'idée... Vous pouvez nous redonner l'acronyme ? Bien sûr, j'allais le faire. Quand on a fondé le CSP en septembre 2021, c'était pour exhumer ce qui avait été jadis, en 1958, le comité de salut public instillé par les partisans gaullistes en Algérie et en Corse pour en fait diligenter une contre-révolution. Ce que l'histoire républicaine ne vous dira jamais. Ensuite, je l'ai transformé, modifié en comité de salut du peuple parce que des amis monarchistes m'ont dit « Alexandre, le comité de salut public nous rappelle les colonnes infernales vendéennes de 1791, ça me froisse un petit peu. » Donc pour ne pas froisser tous mes amis et essayer de réunir les Français au sens large, parce que c'est notre seul objectif, c'est-à-dire pour répondre à un commandement de mon seul chef, de notre seul chef, si on se revendique chrétien, ou à la rigueur christique,
Essayons de rassembler ce qui est éparse. Essayons de rassembler ce qui est éparse, c'est-à-dire ce qui a été éparpillé par ces traîtres, ces imposteurs, ces fossoyeurs au service du grand diviseur. Le grand diviseur. Et donc là, il y a un gros boulot. Parce que rassembler ce qui est éparse, c'est pas facile. Quand on a vécu et subi, Son Altesse parlait de 145 ans, mais Votre Altesse, peut-être ignorez-vous que ça fait 234 ans que la France, auparavant, il y avait les peuples de France. À partir de 1789, c'est devenu un seul peuple de France, avant que ce même peuple de France, par les mêmes instigateurs, disparaisse. C'est ça notre danger. Nous étions une pluralité, nous étions une diversité rassemblée en nations et héritiers d'une civilisation. Une diversité, il y avait des peuples. Le roi, par exemple, Louis XVI, à une époque, je ne suis pas monarchiste, avait envoyé ses meilleurs ambassadeurs sur les terres américaines, où ils auraient pu croiser des personnes comme le représentant Tiana, et ils dansaient ensemble autour du feu parce que le roi Louis XVI considérait les rois indiens comme ses équivalents. Il y avait en fait un équilibre, il y avait un respect de la diversité. Cette diversité a été détruite sous couvert de liberté. On vous a troqué un ancien système de valeurs contre un nouvel ordre mondial, appuyé par un nouveau système de valeurs. Auparavant, vous étiez tous des individus marchant vers la citoyenneté, avec liberté et souveraineté, bien sûr, à la clé. La souveraineté étant l'horizon indépassable. Mais à partir de ce point de bascule géopolitique, historique, de 89, qui est un point de bascule personnel pour nous Français, comme un point de bascule mondial, parce que la France est une terre qui a un écho dans le monde. Non pas que nous guidions le monde, mais le monde nous observe. Et le monde, parfois, suit les impulsions qui viennent de la France. Depuis 234 ans, nous étions auparavant des individus faits de matière et d'esprit, et c'était sanctifié comme tel. À partir de là, nous ne sommes plus que des individus réduits dans une horizontalité crasse, à être simplement des objets de consumérisme et des individualistes. Exit les peuples, exit les communautés, exit la diversité. Il n'y aura qu'un seul chemin, le chemin du consumérisme, le chemin de la matière, sans esprit, et à la fin le chemin du nombre. Vous serez tous considérés comme des nombres, comme en Chine. C'est là la clé de votre servitude. Nous avons en fait donné les clés aux mauvais patrons. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Sur le frontispice des cathédrales, vous aviez l'équilibre universel au milieu. Appelez-le Dieu si ça vous chante, je l'appelle Dieu, mais libre à vous de l'appeler comme vous voulez. Et à gauche, il y avait les vices, et à droite, il y avait les vertus. C'est le seul système de valeurs qui vaille, parce qu'il vous concerne vous tous, nous tous. Nous cheminons toutes nos vies entre vices et vertus. Le chemin est serpente. Il est sinueux, il est dangereux, mais c'est ça qui fonde nos existences. Et contre cette existence et cet ancien système de valeurs, nous avons troqué un mensonge, une liberté mensongère, une jouissance sans entrave permanente, un culte de l'argent, un culte de l'or. Mais ça ne vous rappelle pas le veau d'or par hasard, en moins 1500 avant Jésus-Christ? Bien sûr que oui, c'est le veau d'or. Il est devant vous, ce veau d'or. Les gens se prosternaient devant l'or, ils se prosternaient devant la matière, ils voulaient jouir en permanence en appuyant sur des boutons. Netflix, Disney+, Canal-, mon Burger King, toutes ces conneries. C'est devant vous, et on lui tourne le dos. Voilà mon credo. Et voilà le credo que je partage à chaque fois quand je réunis chacun des, je l'espère un jour, 577 comités de salut du peuple. Salut, je l'espère un jour, des peuples. Parce que jadis, c'était des peuples réunis en une nation et héritiers d'une civilisation. Voilà ce que j'espère. J'en finirai en vous disant que le combat que vous pensez avoir commencé à livrer n'a pas encore commencé. Ça va pas tarder. Et pour ceux qui se réclament du gaullisme, peut-être dans la salle,
qui est la figure tutélaire la plus récente dans l'histoire française. Certains pourraient se référer à Bonaparte, certains se référer au roi, certains pourraient se référer à Saint-Louis, d'autres se référer à Clovis, d'autres encore, et d'autres encore à Dieu. Qu'est-ce que je disais? Clovis. Essaye de passer en mono. Cette civilisation dont on est tous les héritiers. Tous. Vous êtes des Français. Vous êtes des Français. Et c'est quelque chose qui pourrait... C'est un sabotage. Michel a saboté mon intervention. Il a les oreilles qui sifflent, le pauvre. Bon, je voudrais revenir. Aujourd'hui, nous avons appris que... Voilà, mais je vais vous poser des questions. Oui, mais je finis d'abord. Ok. Et j'avais une phrase. C'est un souverain. Le combat ne fait que commencer. C'est un combat où vous devrez choisir votre maître. Si vous choisissez le maître de l'argent, le maître de la division, vous êtes déjà foutu. Si vous choisissez le maître intemporel, celui en fait qui est la véritable mesure de ce monde, car nous sommes en 2024. 2024 après qui? Après Jésus-Christ notre Seigneur. Ne l'oubliez jamais. Vive la France. Alléluia. Oui, alors, Michel, en fait, j'ai des micros d'allumés sur scène. J'en ai pas qu'un. Et il faut les éteindre. C'est eux qui font la boucle. Voilà. Alors, moi, je voudrais poser la question à l'ex-capitaine. Quels sont les moyens d'action qu'il a mis en œuvre actuellement et ne sont-ils pas aussi en contradiction face à la République corrompue que l'on connaît? La République dans laquelle nous vivons est une République franc-maçonne. Premièrement. Donc posons les choses. Cette République franc-maçonne est un mensonge dont nous devons sortir. La France a plus de 14 siècles de création de continuum historique, culturel, ethno-linguistique, ce que vous voulez, diversifié, ininterrompu, qui en fait une civilisation. Ça fait plus de 2 siècles qu'on décline. Posez-vous les bonnes questions. Maintenant, par rapport aux voies, comment devons-nous faire pour nous en sortir? Vous pouvez encore croire à cette douce illusion que votre bulletin de vote changera les choses, que votre pétition changera les choses, que votre gentille voix dans un référendum changera les choses, que votre élection européenne changera les choses. Ce qui a toujours fait loi, c'est le nombre. Le nombre fait loi. Et ça, c'est une vieille expression. Parce qu'en fait, ce qui est légitime émane de vous tous, dans un nombre rassemblé. Et c'est ce qui est légitime ensuite. Avec ce légitime, nous bâtissons les lois, qui protègent à leur tour le légitime. Donc le grand mensonge dans lequel nous sommes, c'est « Duralex sed lex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Faut fermer sa gueule. C'est toujours pire en Corée du Nord. La blague. C'est de pire en pire. Donc si vous voulez un jour retrouver votre liberté, ce qui sera le premier gage et la première étape avant de redevenir souverain, qui que vous soyez, vous devez d'abord être libre. Et cette liberté, malheureusement, ça va passer par les armes. Bon, c'est le point de vue d'un capitaine. Donc, ça se respecte. Et oui, c'est pas le débat, si vous voulez. Merci capitaine. Je voudrais seulement signaler qu'aujourd'hui qu'on apprend que la Commission européenne
à voter l'État européen. Donc là, on passe à un stade au-dessus. Voilà. Donc il y a urgence, la maison brûle. On va passer, je vous remercie capitaine, on peut encore l'applaudir. Car derrière son credo, il y a un énorme travail d'union et de réunion pour aider et soutenir les agriculteurs, par exemple, entre autres. Donc ça, la nourriture, c'est essentiel. La première étape, voilà. Et maintenant, je donne la parole alors à Maxime Jorovic, vice-consul de l'État libre de Hutt River. Hutt River, sorry. Bonjour à tous. Les questions ne se posent pas parce que nous avons des réponses. Nous voulons tous être libres. Nous voulons tous être décideurs de nos vies, de nos envies, de nos plaisirs et de notre bien-être. Je suis un auteur sur le comportement humain et les thèmes du temps présent. J'écris en regardant les gens autour de moi et aujourd'hui, je vois des êtres qui sont souvent dans l'incertitude, mais qui ont de grandes capacités, mais pas assez de culot et d'audace pour s'affirmer. J'ai traversé beaucoup de kilomètres. Je voudrais dire au roi de Tahiti qui est ici, Jonara ite ma Tahiti api. Ce qui veut dire, avec quelques jours de retard, bonne et heureuse année, et c'est un immense plaisir d'avoir parmi nous un être accompagné qui vient de nous montrer un chemin de l'indépendance et du bien-être. J'étais ex-secrétaire du RPR, le premier RPR en Haute-Savoie. On a mis en place un système qui est maintenant révolu. J'ai bénéficié de reconnaissance en tant que représentant d'une principauté qui est en Australie, qui est le Hutt River. Ça m'a passionné de développer ce qu'on appelle le désir d'être au milieu des gens qui veulent s'accaparer de votre vie. Au bout de nombreuses années, j'ai fait un constat. Alors je me suis mis à écrire, révéler ce que je ressentais. L'indépendance, elle ne s'affirme pas, elle se décide, elle s'accapare, elle se possède. L'indépendance, elle se mérite, mais elle se reconnaît. Quand j'étais un indépendant, j'ai rencontré une multitude d'ambassadeurs, consuls et autres. Tous avaient une ligne directe, puisqu'ils dépendaient d'État. La Haute-Savoie veut se créer un État. Il faut de l'ambition, il faut du désir, il faut de la passion, mais le plus qu'il faut, c'est de la sincérité entre nous. Tous les êtres que vous êtes, vous avez tous des capacités. Tous les êtres que vous êtes, vous avez des possibilités. Vous avez en vous un excellent guide, qui est votre désir, qui est votre envie. Pour créer l'état de Savoie, il faut bien vous mettre dans l'esprit que tout est possible, mais il faut commencer par les débuts, c'est-à-dire d'en parler autour de vous. Expliquez votre point de vue, n'ayez peur d'exprimer votre envie, n'ayez peur de dire vos craintes, et surtout, vous pouvez clamer tout ce qui vous déplaît dans ce que fait l'État à l'heure actuelle aux Français. On a tous mis des hommes politiques en place, à tort ou à raison. Ils ont tous fait un chemin, bon ou mauvais, l'histoire le dira. Nous allons vers une grande confrontation, c'est les nations et un gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place au détriment du citoyen. L'ordre mondial qui est en train de se mettre en place
Nos représentants n'en sont que les pantins. Nos représentants n'en sont que les jouets. Mais dites-vous bien une chose, que tout ce qui se passe en ce moment en France, nous n'en sommes que des sujets, que des éléments, et nous leur servons de bêtes cobayes. Un point, c'est tout. Dans l'indépendance de la Savoie, je ne vais pas remonter dans l'histoire, il faut simplement se poser une question. Voulez-vous être libre de vos choix? Voulez-vous décider vous-même du chemin que nous devons tous parcourir? Vous avez tous en vous un point commun, le désir, l'envie d'être libre, l'envie d'être indépendant. Si ce point peut s'agrandir, il n'a qu'un chemin, c'est en parler autour de vous. Parlez avec les indécis et parlez avec tous ceux qui profitent de l'État, tous ceux qui ont des avantages. En fin de compte, j'étais longtemps, en tant que consul, j'ai eu du temps à observer le monde autour de moi et j'ai vu que si vous voulez créer un État de Savoie, tout peut se faire puisque le monde est en train de mettre l'Europe à la place de tous les États. Je peux arrêter là-dessus. Je voulais juste, vu que l'angle c'est la souveraineté, et voyant que vous êtes consultant indépendant à l'ONU. Alors, indépendant. Vous avez travaillé avec l'ONU, vous travaillez encore? Un consultant indépendant ne dépend pas. Je l'ai fait à titre personnel et grâce à ça, j'ai fait reconnaître Autriver dans différents organismes que je fréquentais ou qui m'invitaient. J'ai eu l'occasion, plusieurs fois, de faire parler de Autriver dans des organismes, quels qu'ils soient, où que ce soit dans le monde, pour parler d'Autriver. Autriver a été créé en 1970 par le prince Léonard Casley, qui est maintenant décédé. Autriver a été saisi par l'État australien par rapport aux dividendes, tout ce qui a été réclamé. Mais comment est née la principauté de Autriver? C'était un protectorat. Un protectorat qui a été mis en place par un peuple, le peuple Nanda, qui est un peuple qui a refusé les lois australiennes. Et pour cela, il leur fallait un porte-parole. Et un être s'est levé. Il s'appelait Léonard Casley. Était un gentleman farmer. Et il est devenu le protecteur du peuple Nanda. Du protectorat, grâce à la reine Élisabeth II, grâce au Commonwealth, il est devenu une principauté. À la mort du prince, les héritiers derrière ne pouvaient plus assumer, et c'est là que je vais en revenir pour la Haute-Savoie, ne pouvant plus assumer, l'État australien a repris et s'est acquéri la principauté d'Autriver. Alors, quel est le risque pour un État qui se crée? C'est de ne plus avoir les moyens financiers pour faire face à tous les dividendes qui vont se présenter. Peuple de Savoie, c'est beau. Il faut l'entretenir. Il faut le faire vivre. Autour de nous, avons-nous assez de monde, financièrement parlant, pouvant venir, pouvant apporter de l'aide, de l'appui, de la nourriture, du bien-être, à des aides qui, à l'heure actuelle, bénéficient de l'État. Le jour où, autour de nous, l'État qui veut se créer a les moyens de pouvoir alimenter ses citoyens, la possibilité d'un État peut se faire. Voilà. Alors, je peux répondre à ça, puisque en Savoie, parce que Haute-Savoie n'existe pas dans notre langage, mais en Savoie, nous avons des centrales énergétiques et nous produisons plus de richesses dont nous avons besoin. Nous donnons quasiment 80 milliards à l'État français qui nous en redonne 40. Voilà. Donc on est plutôt assez riche, plutôt bien verni, et on n'est pas le Sahel sans vouloir porter l'opprobre sur les Sahéliens. On a les moyens de vivre mieux que ça. Alors, puisque ce moyen et cette forme de chemin est en place, il ne vous suffit qu'une seule chose, c'est d'en parler un maximum
un maximum de gens autour de vous pour faire, comme disait monsieur, par un vote, vous exprimer pour demander ou une autonomie. Alors. C'était pas ce On monsieur. se calme, messieurs. Voilà, tout est possible. Alors, mon cher Max, tout à fait. Nous en reparlerons sur les actions concrètes à mettre en place. En fait, là, on expose les différents niveaux de réalité pour justement arriver progressivement. Voilà, Mais tu as tout à fait raison. Alors je le dis. Le je constat. répète. Progressivement parlant, en un seul mot, tout est possible. À celui qui croit. La seule chose qui est à faire, c'est de trouver l'unicité de pouvoir réaliser cette création. Voilà ce que ça veut dire. Si vous êtes dans le désir de vouloir créer, à ce moment-là, je ne vois pas ce qui pourrait vous empêcher, nous empêcher tous, de nous faire reconnaître dans une nation de Savoyards, Merci. de Savoisiens. Merci, de Max. Savoisiens. Maxime. Merci. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci. Je vous remercie. Merci. Et nous demandons à tous les acteurs de la Savoie de faire preuve de respect pour notre travail et de compassion et de patience et de non-jugement. C'est insupportable parce que si justement nous organisons cette journée, c'est parce qu'il y a trop de conflits. Et moi je veux parler, et moi je veux dire ce que je pense. On sait très bien ce que le GES pense. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir qu'est-ce que pensent les autres. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Et nous remercions évidemment Thierry Bécourt, le président de l'État de Savoie, le gouvernement de l'État de Savoie. Merci Thierry pour ta patience, ta compassion et ton respect. Merci. Alors nous allons continuer. Et pour notre prochaine table ronde juridique, nous appelons Maître Dominique Kounkou. Maître Kounkou, c'est votre tour, vous êtes prêt? Nous appelons Monsieur Serge Rousseau. Nous aimerions la présence de Jean-Philippe. Moi, je pense que ton témoignage est intéressant, de là où tu te places. Et donc, à nouveau, nous avons en direct deux éminentes personnes qui ont beaucoup travaillé pour rendre leurs travaux. Donc la présence de Monsieur Jean-Luc Filzer et Maître Hugues Debotte, que je vais vous connecter, qui sont à distance. Donc, nous avons ici la présence de nos hôtes à distance, donc Monsieur Jean-Luc Filzer et Monsieur Hugues Debotte. Et nous allons commencer par Maître Dominique Kounkou. Alors, si j'arrive à bouger la slide, voilà. C'est parti Hervé, c'est à toi. Oui, bonjour Maître, je vous laisse vous présenter. Un, deux. Merci Michel. Bonjour, vous m'entendez? Tu m'entends, Serge? C'est pas vous. Alors, je suis Dominique Kounkou. Je dois dire que j'étais très heureux d'être là. Félicitations à vous, madame. Parce que j'entends... Comme ça? Parce que j'entends beaucoup des groupes qui sont Savoie et je crois qu'il était important de créer un espace d'échange. Je dois dire que je n'ai jamais été autant insulté de ma vie et autant accusé de beaucoup de choses que depuis que je m'occupe du dossier de la Savoie. Mais de là... Bienvenue au club. De là d'où je viens, la persécution est une victoire. La persécution est toujours comprise comme étant l'avancée vers la victoire. Parce que si ce que l'on fait n'a pas de valeur,
il est clair que personne ne va vous regarder et personne ne sera un Ilti qui vous insulte à toutes les minutes. Je suis Dominique Kunku, je suis né au Congo. Je suis arrivé ici il y a maintenant 40 ans. J'ai fait mes études ici, j'ai fait la gestion, je suis docteur en droit international public. J'ai fait mes études à La Haye et j'ai fait la sociologie en Sorbonne. Ce que je voudrais dire en premier, c'est que... Merci pour le signe. Je dois dire en premier que il y a parfois un avantage à être africain. Un avantage à avoir été colonisé avant les autres. Parce qu'on découvre que la même colonisation, avec le même colonisateur, crée les mêmes conséquences. Et en cela, je peux me permettre de vous donner 3 leçons. 3 leçons. La première leçon, c'est que un peuple colonisé est toujours divisé. Et il se combat contre lui-même. Et le colonisateur le sait. Et c'est parce qu'il se combat qu'il n'y arrive jamais. Et il y a un nombre incommensurable de groupes. Il y a un soupçon généralisé les uns des autres. Et vous savez bien ce qui a été dit, un royaume qui est divisé contre lui-même, il va à sa perte. Et je crains beaucoup que la Savoie, on arrive à cette voie. Et ce que je dis là tient de l'expérience. Ce n'est pas du tout un jugement. Moi-même, j'ai été jugé, alors pourquoi je veux juger les autres? La deuxième chose, c'est que ce que j'ai subi frise le racisme. Je n'aime pas ce mot. Je n'aime pas également me défendre. Mais je crois qu'il y a des moments où il faudrait mettre les choses à leur place. Et je suis très sérieux quand je dis cela. Il y a des procès que j'ai évités parce que j'ai dit que c'était très enfantin. Mais il y a 1 ou 2 procès que j'ai autorisés et qui sont actuellement entre les mains des juges. Je peux vous dire que ça me fait mal au cœur parce que je n'aime pas cela. Et je suis sûr de ce que je fais. Je suis sûr de mon travail. Et je n'accepte pas que l'on aille raconter n'importe quoi au sujet de mon travail. Surtout que les gens n'ont pas le courage de venir me voir en face. Parce que je veux qu'on discute. Mais je n'aime pas toutes les palabres inutiles. Cela étant dit, et un peuple, vous l'avez. Et 3e élément, c'est qu'il faut que vous ayez un gouvernement. Et ce gouvernement doit travailler de manière active et réelle. Réelle. Et c'est ce qui existe depuis que j'avais suggéré l'idée de créer, de déclarer l'indépendance, pas de proclamer l'indépendance. Beaucoup sont venus, ont dit dans les vidéos, et les gens ne savent pas que quand ils envoient leur message partout en France, que ça me revient chez moi. Les gens sont allés loin. Les gens ont même écrit à mes propres enfants en racontant des choses qui n'ont aucune réalité. Vous êtes parents. Je crois chacun de vous, tu es un parent. Et vous savez ce que ça fait un père? De s'engager dans un mouvement et les enfants disent qu'est-ce qui se passe sans savoir papa? C'est terrible. Donc, j'ai la même chose. L'État de Savoie, sachez qu'il existe. L'indépendance de la Savoie a été proclamée selon les normes du droit international en octobre 2023. Les conditions d'exercice du pouvoir, nous y sommes actuellement. C'est la phase. Quand vous disputez, quand les gens disent
Bécourt n'est pas compétent, X n'est pas ceci, Kunku est voleur, je n'ai jamais volé, je peux vous le dire. Tout cela, c'est simplement que vous battez pour le pouvoir. Et ce n'est pas comme cela que vous allez y arriver. Ce n'est pas comme cela. Si vous avez un problème, allez voir les personnes et discutez avec les personnes. Très bien. Cela vous donnera... Et je voudrais poser une question. Non, mais j'ai fini. Au sujet du GES, comment il a fait cette déclaration, puisque c'était le CGES avant, qui est devenu le GES de facto après la déclaration. Est-ce que vous pouvez, maître, nous en parler? Les mutations internes d'un groupe, parce que ces groupes-là existaient, les mutations internes d'un groupe ne viennent en rien influer sur le fait qu'à un moment donné, il y a déclaration d'indépendance. Parce que ce qui sort de la déclaration d'indépendance, c'est l'existence d'un État. Or, ces groupes, c'était soit des associations, je ne sais pas quelles étaient les formes que ces groupes avaient véritablement, ils ne peuvent pas être comparés à un État juridiquement compétent, internationalement compétent. Maintenant, les reconnaissances, c'est autre chose. La reconnaissance, je crois que ce sont les démarches qui se sont faites actuellement. Tout à l'heure, Hervé, je t'ai entendu parler un peu en ironisant par rapport au Sahel. Non, le Sahel est en train de faire une démarche puissante. Puissante. C'est ça la vraie décolonisation. Au contraire, ça devrait nous inspirer. Que par rapport à l'argent qui nous était posé. Oui. Et donc j'ai dit, nous ne sommes pas le Sahel, nous ne sommes pas le Sahel, donc nous sommes un pays riche. C'était la question posée par Maximilien. Le Sahel. Après, que le Sahel, comme je l'ai dit, le Sahel, je ne jette le pas Sahel, je peux te dire. Je ne jette pas l'opprobre sur le Sahel. Et évidemment, s'ils créent un État, tant mieux pour eux. C'est la manière de l'exprimer que je trouve, vous savez, je te connais. Donc, ce qui est important à dire, c'est que le Sahel, au contraire, doit nous inspirer dans l'étape actuelle. Parce que c'est un État, les États existent déjà. Maintenant, la fédération a été créée. Maintenant, on est en train d'aller vers la phase monétaire. Il y aura une monnaie, mais qui est fondée sur l'or. Donc, maintenant, peut-être réfléchissons nous-mêmes comment nous pouvons créer une monnaie. Enfin, la monnaie, on a parlé de la livre, ça va, mais comment lui donner une existence, une consistance, une réalité. Voilà, bon, c'est peut-être pas le lieu de mener des polémiques, hein, mais ce que je voulais vous dire, c'est vraiment de faire attention que les maladies infantiles du colonisé ne viennent pas détruire toute votre aspiration. Toute votre aspiration. Moi, je suis curieux, tu te rappelles, j'avais dit le jour de la colonisation, je suis votre étranger. Mais je pense que par ma présence, au moins vous aurez un regard différent sur les étrangers. Vous n'allez pas raisonner comme les autres. Soutenez, et je finis par là, si j'ai des recommandations à vous faire, supportez-vous les uns les autres. Soutenez quand une action mérite d'être soutenue. Réglez les problèmes, comme on dit, peut-être même en arrière-cour, pour que ça ne vienne pas influer sur la marche véritable. Et je crois multiplier, chère madame, des initiatives comme les vôtres. Parce que quand on ne se connaît pas, de parler mal de l'autre. Mais quand on se connaît, on est un peu gêné pour parler mal de l'autre. Et moi, je travaille jour et nuit. J'ai toute une équipe juridique qui travaille, j'ai envie de dire, de 6h à 6h du matin. Et quand je dis 6h, ce n'est pas 18h, 6h, quand il y a des urgences. Et ces personnes, rien que ces personnes, méritent l'admiration et ne méritent pas tous les mensonges, toutes les piétreries que j'entends.
C'est vraiment désolant. Merci. Merci, merci maître. Michel. Merci Michel. C'est laborieux. Alors, merci maître pour ces éclaircissements et le cadre de la démarche que vous avez évoquée. Avant de donner la parole à nos amis en ligne, puisque je suis quand même obligée de faire une transition, je vais donner la parole à Monsieur Jean-Philippe Gispalou, qui est un habitant du comté de Nice et qui a un regard très objectif sur justement ces conflits qui se déroulent en Savoie depuis trop longtemps. Merci Jean-Philippe. Alors, bonsoir à toutes et tous. Il y a quelques années, je militais déjà pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et on a travaillé avec la Ligue. Il y avait à ce moment-là une seule. Ça menait beaucoup de monde derrière. Quelle que soit la contestation des points de vue juridiques, je vais revenir après. Il s'est avéré que nous, à Nice, on avait envie de travailler avec la Savoie. On avait ce destin commun, même si nous n'appartenons pas à la Savoie, contrairement à ce qui est raconté par l'Italie, par la France et son roman national, parce qu'on peut revenir dessus, point de vue juridique, c'est pas un souci. Mais nous, à l'époque, nous avons été déçus, justement, par la création de beaucoup de mouvements. Et là, je rejoins Émilie, qui a envie de réunir tout le monde. Et nous, c'est ce qu'on rêve. C'est ce qu'on rêve. Il faut que tout le monde, et ça a déjà été dit durant ces échanges, il faut que chacun de nous prenne un peu d'humilité et dire, alors là je rejoins, qu'on ne détient pas la science infuse, mais c'est valable pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. C'est savoir écouter l'autre, important. Nous, on l'a vu à travers ce mouvement qui s'est posé par la suite. Et là, j'en viens un peu au terme juridique du comté de Nice, où pendant des années, on a eu des droits et on a été incapable de les appliquer. Et un point important là-dessus, c'est que, comme disait notre roi, le représentant de l'Amazonie, je suis désolé pour le nom, il faut que nous soyons unis. Parce que pour rejoindre Maître, la France se gosse de ce qu'on peut faire quand on est divisé, et au contraire, ça l'amuse. Et elle ne cessera de s'amuser avec nous tous. Et c'est pour ça qu'on a accepté, nous, à Nice, de venir, puisque ce mouvement, moi j'appelle ce mouvement, je sais que ce n'est pas un bon mot, pour se réunir enfin et travailler ensemble, dans le respect, les identités de chacun. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Il faut savoir, parce que bon là c'est le côté juridique. Juridique, on l'a tous. Le comté de Nice, la Savoie, on a tous ce comté juridique. Mais moi je voulais dépasser ce côté juridique, parce qu'on oublie beaucoup, c'est les relations diplomatiques. Parce que pour qu'un pays existe, oui, on a la langue, on a la culture, on a les frontières, on a le vivre ensemble, on a tout ce qu'on veut, quelle que soit la quantité. Mais tant qu'on n'est pas reconnu par les autres, comment on fait à exister? Et voilà, c'était un peu mon coup de gueule. Et la division ne nous fera jamais exister. Voilà, c'était un peu... Voilà, je vous remercie de votre écoute. Serge, c'est à toi.
avec toutes ces piqûres de rappel sur le mal qu'on fait à l'être humain et à la planète, c'est difficile de faire un relais. Mais je vais confirmer ce que les juristes disaient tout à l'heure. Effectivement, les anciennes colonies, on va dire françaises ou autres, ont droit à la décolonisation. Résolution 1514, 21-25, du fait même qu'elles étaient un État avant d'être colonisées ou occupées. Ce qui était le cas de la Savoie également, comme des colonies africaines. Donc Fabrizio l'a très bien expliqué. Hugues, identique. Maître Kounkou, vous en avez parlé tout à l'heure, effectivement vous avez raison. Donc, un pays qui avait une frontière, il y a un peu plus que 2 éléments, qui avait une frontière, un peuple, une économie, un territoire et un gouvernant. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer trop dans ce détail. Alors, ce que je vais faire, je vais raccourcir un petit peu, parce que moi, je devais vous garder 2 heures. Donc, on va faire 10 minutes. Ça fera office d'une conférence prochainement, évidemment. Oui, oui. Alors, il y a un document du professeur Mazio. J'aurais aimé partir en 1848, mais je vous en parlerai après. Professeur Mazio, professeur en droit, avait déclaré, et donc c'est pas très, très ancien, j'ai plus la date, je sais plus, je la vois, si, allez là-dessous. La publication du décret ne peut être considérée comme équivalente à la notification recherchée. C'est-à-dire que la France utilise devant la justice, quand vous passez devant le tribunal, le fait que ça a été voté, il y a un décret, il y a une note verbale, donc on n'a pas besoin de notification. Le professeur Mazio affirme le contraire. Ouais, allez, il est trop vite. On comprend néanmoins cette souplesse d'appréciation qui permet au juge, donc O, je mettrai un X et juge, je mettrai un S, que c'est le cas pour tous, de ne pas s'embarrasser à rechercher un autre fondement au rattachement de la Savoie à la France que celui du traité de Turin. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne veulent pas utiliser le traité de Zurich du 10 novembre 1859. Ce traité de Zurich, c'est le traité qui échange le territoire de Savoie, le comté de Nice, qui marie la fille du roi à l'époque, Clotilde de Savoie, au prince Napoléon III. Et donc il les marie, et en dot, il donne le territoire de Savoie et Nice, qui font 2 fois moins que la Lombardie. Mais comme Napoléon propose des soldats pour aller repousser les Autrichiens, l'empereur Joseph de la Lombardie, et de donner la Lombardie en échange, c'est l'article 5 de ce traité de Zurich, c'est l'article 5, c'est donner la Lombardie au roi pour unifier l'Italie en 1861. Donc c'est très important ce traité. Je vais essayer de ne pas tout faire. Vous avez vu, vous avez une règle sur le côté jaune, ça part de 1860, ça va jusqu'à 2024. Là, nous sommes au plébiscite. Le plébiscite, en droit international public aujourd'hui, ce n'est pas la ratification qui prime, c'est l'attribution, c'est-à-dire le plébiscite. Et en second lieu, vous avez la ratification et la signature. Or, le traité de Savoie est un des seuls traités, à ma connaissance, où ils ont inversé le rôle. Pourquoi? Parce que Napoléon III et Cavour, Premier ministre de Victor Emmanuel, en 1858, en juillet, avait signé l'accord de la cession de la Savoie et Nice, donc comme je viens de l'expliquer, contre la Lombardie et d'une dot avec le mariage de Clotilde. Donc en 1858, ils avaient négocié. En 1800, ce n'était pas la peine de respecter les règles. Donc ils ont signé et ratifié les accords parce que Napoléon voulait être sûr que l'échange allait se faire de cette manière-là. Et ils ont demandé au peuple, après, en truquant le plébiscite, de dire oui à l'annexion. On va passer à la suivante. Alors, avril 1919, naissance de la SDN. L'obligation de l'article 18 exigeait l'enregistrement des traités postérieurs à la fondation de la SDN. Sous peine d'abrogation, la France n'avait donc pas l'obligation d'enregistrer le traité d'annexion de 1860, puisqu'il était après 1960, en 1919, excusez-moi. Alors pourquoi l'Italie a-t-elle été obligée de déclarer la guerre à la France le 10 juin 1940 ? Cette question est surprenante pour certains. C'est vrai que l'Italie a été obligée le 10 juin de déclarer la guerre, puisque la France avait envahi le col du Puy-Saint-Bernard et le Mont-Cenis 11 jours avant le 10 juin 1940. Et comme prétexte,
les accords de col de Brenner. Et le sujet que la France utilisait, c'était qu'il y avait des alpagistes en montagne et qu'il fallait protéger les alpagistes de l'agression des Piémontais qui étaient chez eux sur leur territoire. Donc l'Italie a dû déclarer la guerre. Mais pourquoi la France a fait ça? C'est qu'en faisant déclarer la guerre par l'Italie, l'Italie s'est trouvée du côté de l'Axe et non de l'Alliance. Ce qui fait que la France n'avait pas à répondre des documents de titre de propriété sur la Savoie. Le contraire, elle aurait été obligée de prouver, et Mussolini qui était au pouvoir, il aurait dit « Nice nous appartient et la Savoie nous appartient, vous n'avez aucun titre de propriété ». C'est pour ça que la France a rusé de cette manière-là. Donc, le 10 juin 1940, c'est la déclaration de guerre. Donc, à la déclaration de guerre, tous les traités antérieurs sont suspendus. C'est un document qui m'avait été remis par le général Mermet. Je dis son nom aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit. En 1985, j'étais au Fort Tamier à l'époque. Voilà. Et il m'a donné ce document, il m'a dit, Serge, un jour tu comprendras. Et j'ai passé plusieurs années de ma vie à chercher des documents qui se reliaient à ça. Octobre 1945, naissance de l'ONU. La SDN existe toujours, jusqu'en 1946, je crois. Mais elle devenait une commission de l'ONU. Alors, il y a l'article 102, qui est le remplaçant de l'article 18 de la SDN. L'article 102 de la Charte de l'ONU exige l'enregistrement des traités sous peine d'abrogation. Là, nous sommes en 1945, 2 ans avant le traité de paix de 1947. Tout traité et accord international conclu par un membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente charte sera le plus tôt possible enregistré au secrétariat et publié par lui. C'est l'UNTC, ça s'appelle. Alinéa 2, aucune partie, écoutez bien, un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article ne pourra l'invoquer, le dit traité ou accord, devant un organe de l'organisation. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, comme elle n'a pas enregistré, je vous en donne la preuve après, elle n'a pas enregistré le traité d'annexion de la Savoie, elle ne peut l'invoquer nulle part en droit international. Ici, vous avez le document de l'ONU qui le prouve, c'est l'article 102. Dessous, c'est un ordre juridique international. Les membres doivent soumettre au secrétariat aux fins d'enregistrement tout traité ou accord international qu'ils auraient conclu. Tous les traités. Même s'ils l'ont fait avant. Ah oui, mais j'arrive au suivant, vous allez voir. Ah ouais, vous allez comprendre. Maintenant, voici la fameuse résolution de 1946. La résolution de 1946, c'est l'argument principal du dossier, l'argument qui prouve que la France n'a plus aucune autorité ni titre en Savoie et Nice. Il s'agit des assemblées générales 23I de la résolution 97I des 10 février et 14 décembre 1946. Elles imposent d'office, c'est un an pour l'ONU, un an avant le traité de paix, elles imposent d'office l'enregistrement de tous les traités postérieurs et antérieurs à la création de l'ONU en 1945. Et écoutez bien, sous peine d'être abrogé. Si le traité n'a pas été enregistré, il est abrogé. Vous avez les 11, au total il y a 11 assemblées générales. Il y en a 6 qui nous concernent, on vient de les passer. Alors, dans ces assemblées générales, il y a, comment on appelle ça, une commission qui a été créée et ils ont travaillé sur l'article 102. L'article 102, il y a deux paragraphes, alinéa 1, alinéa 2. Sauf que l'article 102, les assemblées générales, ça a conclu sur 36 pages au total. 36 pages qui ont été élaborées pour l'application de l'article 102, dans son détail. Et vous avez l'article 10. Là, vous avez l'alinéa C, qui est juste après. Vous voyez, dans l'alinéa C, article 102, soit avant, soit après, vous avez les traités conclus soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la charte. C'est-à-dire que la charte, elle est de 1945. Le traité d'annexion de la Savoie est de 1860. Il est antérieur. Il doit être enregistré selon les résolutions du 10 février 1946 et 14 décembre 1946 de l'ONU. Vous avez le traité de paix qui arrive donc un an après.
J'enverrai le lien. Non, on revient sur le traité de paix. Le traité de paix du 10 février 1947 est très important. Alinéa 3, tous les traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification seront tenus pour abrogés. C'est la deuxième fois qu'on entend le mot abrogé. Abroger, ce n'est pas une caducité. Contrairement à ce qui a souvent été dit dans le passé, on parlait de caducité. Une caducité en droit international, elle se répare, elle se négocie. Une abrogation, c'est une bulle qui explose, ça n'existe plus. Oui. Tout à fait. La France fait passer dans l'enregistrement le 14 novembre 1948, comme quoi elle a bien notifié à l'Italie la restitution des archives historiques. J'assure, les archives historiques de la Savoie, on a parlé de 900 ans tout à l'heure, ce n'est pas une feuille comme ça, ni ce que tu as dans les mains. C'est 5 ou 6 camions remorques chargés. Est-ce que la France a déposé ça à l'ONU? Parce que quand on dépose le traité, il faut déposer les pièces qui vont avec le traité. Et je vous amène la preuve juste après que les négociations pour récupérer les archives historiques ont été finies in fine. C'est Schuman, Robert Schuman qui était chargé de ça, la commission d'experts chargée de récupérer les dossiers. L'article 79 du traité de paix de 1947 qui a dit, in fine, nous allons commencer à négocier. Nous sommes en 1954. On est loin d'être en 1960. Donc, si la France a déposé le traité à l'ONU, c'est comme elle l'affirme, ce qui est fou, puisqu'on a des courriers, elle aurait dû déposer les SMI en même temps, sauf qu'elle les a eus qu'en 1954. Et donc, on ne peut pas déposer à des dates décalées des documents qui concernent une inscription, c'est-à-dire une notification d'enregistrement. Parce que notification, il y en a deux. Il y a la note verbale, qui est une prémisse de la notification, qui avertit le pays adverse qu'on demande tel document, et après on fait une notification officielle qui est diplomatique, et de cette notification officielle, on récupère les dossiers, on va à l'ONU, à l'UNTC, on dépose une notification d'enregistrement de tous les documents sans exception. Une faute d'orthographe sur la feuille annule l'enregistrement. Une virgule mal positionnée annule l'enregistrement. L'article 7, vous voyez, c'est j'ai perdu la date, 49, ça va vite, je vais essayer d'aller vite, mais bon, enfin bref. L'Italie et la France n'ont jamais régulièrement publié la notification de remise en vigueur des traités, ni rédigé l'attestation qui prouverait qu'elles ont bien remis en vigueur à compter du 1er mars 1948 le traité du 24 mars 1860, qui lui a été abrogé le 10 juin 1940 et qui est l'objet de la notoire fausse publication dans le JORF, Journal officiel de la République française, 269 du 14-11-48, page 11-038. Ils bossent la nuit, ces gens-là. Là, vous avez la notoire fausse publication, c'est un faux en écriture. C'est-à-dire que c'est la publication Journal officiel du 14 novembre 1948 qui recopie l'exactitude de la note verbale qui est juste après, mais je vous ai mis qu'une page, mais il y en a 4, j'en ai mis qu'une, mais c'est la copie exacte. Ce qui est impressionnant, c'est que la France dit dans les tribunaux, quand vous y allez, nous tenons compte de l'enregistrement du 14 novembre 1948. Et dans cette note qui est officielle, et on ne peut pas revenir là-dessus, il y a des fautes. Vous regardez bien, 1er mars, que j'entoure en haut, 1er mars 1948, par application de l'article 44. Mais, non, enlève pas Émilie. 1er mars 48, 1948, par application. L'application signée à Paris le 10 février 1948. Le 10 février, le traité de paix, il est de 47. Il n'est pas de 48. Il se gourde d'une année. Ça, c'est rien. Juste un an, ils se sont trompés. Ils ne se tromperont pas sur vos impôts, ne vous inquiétez pas. En dessous, vous avez le 24 mars 1860, Turin, traité de limite. Excusez-moi, il y a un siècle d'écart. Le traité de frontière, il est de 1760. Il faut une erreur d'un siècle. Ce document est un faux en écriture et la France se base là-dessus pour tous vous condamner dans les tribunaux. Et pour que la Savoie reste française ou Nice reste français. Alors là, je vous amène la preuve. J'ai eu un coup de chance de trouver ça. Vous savez, tous les accords signés antérieurs à 1946 avec l'Italie. La Belgique avait signé en 1838 un document avec l'Italie.
Et donc, elle l'a remis en vigueur en application de l'article 102 de la Charte de l'ONU, l'article 44 du traité de paix et la résolution de 46, évidemment. Elle l'a remis en vigueur. Vous le voyez, c'est clair, c'est noté. Hein. Cette convention est maintenue le 10-3-48. Voilà. Date du traité, le 10-2-47. Eux l'ont fait. La France, vous pouvez aller chercher, il n'y a pas de document qui concerne l'enregistrement du traité. Oui, ici, Robert Schuman, 1949, la commission d'experts est chargée, c'est l'article 79 du traité de paix. Le 11 avril 1950, Robert Schuman, et je l'explique dessous, in fine, voilà, ça se négocie avec l'Italie, on ne va pas tarder à avoir les documents. Nous sommes loin de 1860. Nous sommes loin de 1948, ou comme la France le dit sur le journal, mais le 15 mars 1950, où elle a enregistré le traité de paix à l'ONU. Le 15 mars 1950, elle l'a enregistré. Là, nous sommes en avril. Nous sommes déjà après. Le traité de paix, alors ça, c'est un document que j'avais demandé à l'ONU. C'était en 2009, je crois. Il m'avait... Voilà, vous voyez l'enregistrement du traité de paix qui est du 15 mars 1950. Le numéro de l'enregistrement A747. Là, vous avez les négociations franco-italiennes débouchèrent in fine sur l'accord le 6 octobre 1954. On est loin de 1860 et loin de 1950, le 15 mars, quand ils ont enregistré le traité. Alors là, vous avez des documents, il y en a deux. Il y en a un qui me concerne et l'autre qui concerne Jean de Pingon. C'est en 2009, les deux, sans se parler, on a posé la question à l'ONU. Jean l'a fait par courrier à la secrétaire, Annabeth Rosenbrunn, et il a eu la réponse que le traité de 1860, le traité de frontières et le traité de Corse ne sont pas enregistrés à l'ONU. Moi, j'avais fait quelques mois avant, je crois, Jean, c'est en décembre, et moi, c'est en mars, je crois. Et la réponse était identique. Il y a uniquement le traité de paix qui est enregistré et ils n'ont aucune trace du traité de 1860. Là, j'avais écrit aux ambassades, j'ai écrit dans les ministères une dizaine de fois. À chaque fois, j'avais des réponses. Elle est toute en bas, en gris, l'ambassade d'Italie. Monsieur Rousseau ne peut pas donner satisfaction à vos recherches. Enfin bref, ils ne pouvaient absolument pas me donner un document qui prouve qu'ils avaient une notification et qu'ils avaient remis les archives historiques à la France. Alors, qu'est-ce que l'outil Possideti? C'est le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. C'est l'article 1 et 2 de la Charte des Nations Unies. L'outil Possideti est un modèle de rapport entre la possession et les titres de souveraineté territoriale. En fait, c'est votre titre de propriété. L'outil Possideti, c'est, écoutez bien, hein, vous possédez ce que vous possédiez. Aujourd'hui, vous possédez ce que vous possédiez, ce que vos ancêtres possédaient sur le territoire de Savoie et Nice, comme en Polynésie. En Afrique, dans une colonie, vous possédez ce que vous possédiez. Conclusion, la Savoie et Nice ne sont pas françaises et sa République et son gouvernement n'ont qu'un titre ni droit sur les territoires de Savoie et Nice. Dès lors, quelle est la clé? Quelles sont les clés qui pourraient ouvrir cette porte à un État de Savoie reconnu? Alors j'ai mis 6 clés au total, mais la première, la clé qui me semble la plus probable, mais je n'en ignore pas les autres. Il n'y en a pas qu'une. La première, c'est retour aux États sardes. Tout à l'heure, les juristes ont parlé qu'il fallait être un territoire annexé. Et si on était un territoire, on pouvait retrouver notre indépendance. Effectivement, on peut retrouver notre indépendance. Mais la Savoie peut-elle retrouver son indépendance indépendamment de l'État auquel elle faisait partie avant 1860? Moi, je vous dis non. C'est mon avis. C'est dur ça à dire. L'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est un droit, on est en plein dedans et on est en train de le faire. Ça, c'est la deuxième clé qu'il faut utiliser. La troisième clé, droit régalien. Suite aux aveux en 2004, c'est des aveux par vidéo, de la famille royale à New York, qui disait clairement que l'échange était criminel. Fabrizio l'a un petit peu confirmé dans son discours tout à l'heure. La clé numéro 4, déclaration d'indépendance, ce qui a été fait. Et la clé numéro 5,
Autonomie par autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est la méthode que nous propose Hugues de Bott. Et la clé numéro 6, je l'ai mis en rouge, là, c'est une autonomie des régions au sens de l'Europe, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire, on en a parlé tout à l'heure. Une fois que vous aurez voté l'Europe des régions, bah, tout ce que je viens de vous dire, ça part à la poubelle et vous serez européen définitivement, sans aucun titre ni droit. Voilà, j'ai fait très court, parce que j'aurais dû faire plus longtemps. Mais une dernière chose. Sachez que tout a commencé en 1848 avec la constitution sarde. La Savoie faisait partie des États sardes avant de devenir française. D'accord ? Aujourd'hui, si elle doit reprendre un titre légitime de territoire de pays décolonisé, elle revient aux États antérieurs à 1860. Donc elle redevient propriété des États sardes. C'est obligatoire. C'est la seule manière qu'elle a de devenir indépendante si elle veut être indépendante au sein de son ancien État. Et il y a un avantage, c'est la Lombardie. Il y a un échange qui se fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que je ne l'ai pas dit parce que je parle vite et puis j'ai peut-être oublié après la parenthèse, mais Napoléon III a donné un coup de main à Victor Emmanuel pour repousser les Autrichiens de la Lombardie. Qui a gagné la guerre en Lombardie? Pas beaucoup de gens se posent la question. C'est Napoléon III qui a gagné. Victor Emmanuel a donné un coup de main, mais Napoléon III a repoussé les Autrichiens. Il a donc signé un traité le 10 novembre 1859, après la bataille de Solferino et Magenta. 30 000 morts et disparus, au minimum à Bamo. Et ce traité, dans l'article 5, il dit « Je céderai la Lombardie à Victor Emmanuel pour unifier l'Italie ». Ça, c'était en 59. En 1860, on est annexé, avril, et le 17 février, je crois, si je ne me trompe pas de la date, en 1861, l'Italie est unifiée et Victor Emmanuel est déclaré roi d'Italie. Et Napoléon réclame à Victor Emmanuel les titres de propriété de la Savoie et Victor Emmanuel fait « Oh là, ici je suis chez moi ». L'histoire de la Savoie, c'est 9 siècles. La Savoie est unifiée. Je ne donne pas mes documents, ce sont mes archives de famille patrimoniale et des États de Sardes. Donc je ne vous donne rien. Donc ça, c'était la convention du 23 août 1860, article 10, qui obligeait Napoléon à demander à Victor Emmanuel les titres de propriété de la Savoie, et Victor Emmanuel ne lui a jamais donné. C'est pour ça que la France n'a jamais pu enregistrer des titres de propriété, puisqu'elle ne les a pas depuis 1860. Voilà, je fais court, je ferai plus long la prochaine fois. Bravo. Merci de m'avoir écouté. Merci Serge. On peut le féliciter. Alors, oui, le bravo, seul Serge. intervenant qui a tenu ses délais. Bravo. Et The en last plus, but oui, not oui. least. Alors, je sais que tout le monde a envie de dire plein de choses. Maître Kounkou, je sais que vous avez envie d'échanger avec Serge. On va pouvoir le faire dans des temps ultérieurs. J'aimerais que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est ça. Voilà. Alors, pardon, c'est un peu pixelisé. Peuple libre, uni et souverain. Nous devons tous nous unifier, nous réunir afin de construire ce qui doit être mis en place au nom des peuples, au nom des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes.